s'installe. En fait, est-ce qu'il y a antinomie entre Stitch et Revival dans les résultats des études? Stitch avait montré qu'à long terme, il y avait une amélioration de la fraction d'éjection, alors que dans Revival, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, mais c'était sur une durée moyenne de 3 ans, sur le plan de morbimortalité. En fait, la complexité de la contraction cardiaque fait que son approche doit être améliorée en matière d'évaluation. On va voir particulièrement dans le cas de la cardiopathie ischémique. Et là, je vais essayer de m'appuyer sur les nouveaux outils, notamment de déformation. Mais pour essayer d'optimiser cette évaluation, il faudra comprendre déjà comment se fait la contraction cardiaque. En fait, quand elle commence, la contraction cardiaque, on assiste à un double raccourcissement. D'abord longitudinal, c'est la fonction longitudinale, puis circonférentielle qui, eux deux, vont augmenter la pression ventriculaire gauche pour pouvoir ouvrir la valve des sigmoïdes aortiques et procéder à l'éjection ventriculaire. Bien sûr, il y a la loi de la conservation de la masse. Si on a un double raccourcissement, il faut bien que le myocarde parte quelque part, il partira dans l'épaississement des parois. Ensuite va survenir ce mouvement de dessorage ou la rotation qui va participer au moins à 20% de la fraction d'éjection telle qu'on la connaît. Donc c'est un paramètre très important à étudier. Suite à cette rotation, il va y avoir un phénomène, un twist, un phénomène de dérotation qui lui est directement prédicteur, si vous voulez, de l'état de la compliance du ventricule gauche et va nous donner quand même pas mal d'informations. J'ai mis ici 3D supérieur à 2D, c'est pour vous dire que maintenant, l'imagerie 3D va vous permettre d'accéder assez rapidement à toutes ces déformations. En fait, la fraction d'éjection n'est que la résultante de cet ensemble de déformations. Et on sait que la fraction d'éjection est très vulnérable dans sa mesure. Très souvent critiquable, toutes les études en matière d'imagerie ont montré ça, et ceci particulièrement dans la cardiopathie ischémique. Alors comment se fait la détérioration devant un phénomène pathologique? D'abord on assiste, comme j'ai dit tout à l'heure, à une anomalie de relaxation, suivi immédiatement par une anomalie de la fonction longitudinale. C'est ce qui fait que le strain longitudinal peut être utilisé dans le dépistage des dysfonctions vraiment précoces de la fonction ventriculaire gauche. La fraction d'éjection à ce stade reste normale, mais elle ne reste pas normale par hasard, elle reste normale parce qu'il y a une hypercontractilité circonférentielle compensatrice. Mais dès lors que le processus pathologique se pérennise, il va y avoir un épuisement des mécanismes de compensation. Et par les mécanismes de compensation, et là on va assister à une dégradation de la fraction d'éjection, bien sûr. Et tout au long, bien sûr, de ce processus pathologique, la principale question qu'il faudra se poser, c'est comment sont les pressions de remplissage, et là on peut définir les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée et les insuffisances cardiaques à fraction réduite. Alors, pour ce qui est du strain, ce qui est validé, c'est le 2-DGLS, c'est le Global Longitudinal Strain qui est validé. Il y avait des controverses sur les différents fournisseurs qui ne donnaient pas le même chiffre, etc. Mais maintenant, cette méta-analyse montre que quand on est à moins de 16%, on est dans le pathologique par rapport à la fonction longitudinale. Revenir à cette fraction d'éjection, dans le cas du thème qui nous intéresse, la cardiomyopathie ischémique, en fait, quand on mesure conventionnellement, on mesure la fraction d'éjection Simpson-Biplan, on fait appel à la 4 et la 2 cavités. J'ai pris sur les images d'en bas un infarctus inférolatéral. Et si je mesure conventionnellement 4 et 2 cavités, donc j'exclus la synergie segmentaire qui est dans la région inférolatérale, je suis à 57%. Si je prends 4 et 3 cavités, je suis à 47%. Donc il y a 10 points de différence et c'est très important. Vous allez me dire que c'est un infarctus inférolatéral. Souvent, bon, on a des infarctus antérieurs, mais même dans l'infarctus antérieur, alors j'ai mis extrait le strain ici pour vous montrer que le bleu va dans la région antéroseptale qui, elle, est dans la 3 cavités, et pas dans la 2 cavités. Et quand on mesure la fraction d'éjection conventionnellement 4 et 2 cavités, on est à 44%. Et si on prend du triplan, grâce au 3D, là on est à 30%. Donc ça, l'impact est très important en matière d'évaluation, parce que si on décale maintenant de plus de 10 points par rapport à la fraction d'éjection, et si on suit les recommandations dans le cadre de la cardiomyopathie ischémique, on peut se poser la question éventuellement de la mise en place d'un défibrillateur implantaire. Donc ça, c'est très important. Là, les travaux ont montré cette vulnérabilité de la fraction d'éjection. Marwick l'a très bien montré sur
cette illustration. Et on voit que le 2DGLS ici, en matière de prédiction de mortalité, fait mieux que la fraction d'éjection et fait mieux que le One Motion Score. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la validation du 2DGLS, mais au-delà de ce chiffre, on peut s'intéresser éventuellement à l'analyse des courbes strain pour essayer de tirer un maximum d'informations qui peuvent nous aider dans l'établissement d'une stratégie thérapeutique. Alors, regardez ici à gauche, un plaquant à gauche, ça c'est ce qui est normal. Donc, tous les segments se contractent avant la fermeture de la valve aortique avec un pic de contraction pratiquement homogène. Alors, dès lors qu'on a, par exemple, une zone asynergique, etc., on peut avoir des dispersions, c'est-à-dire une asynergie en matière de pic de contraction de ces segments, qui peuvent traduire la présence d'une altération structurelle des fibres myocardiques induite par un infarctus, etc. Donc, ça peut donner cette information. Et dès lors, on peut avoir ce qu'on appelle ici, par exemple, le post-systolic shortening index, calculer le retard de contraction qui peut être la traduction d'une ischémie. Et toutes ces informations-là peuvent nous aider dans une réflexion globale par rapport à la prise en charge de nos patients. Et il y a des travaux ici, notamment ceux de Delgado et Jérôme Bax, qui montrent que quand il y a une dispersion mécanique importante, cela peut traduire la présence de fibrose. Et qui dit fibrose dit substrat arythmogène dans le cadre de cardiopathie ischémique. Et donc, on peut s'aider de ce moyen pour essayer de réfléchir à la prise en charge. Travaux de l'équipe de Norvège avec Smith ici qui a montré l'analyse des courbes strain corrélées avec l'IRM cardiaque dans le cadre des infarctus. Alors, regardez cette grosse empreinte à l'IRM cardiaque qui montre qu'il y a une fibrose transmurale, donc pas de viabilité. Et si on analyse les courbes strain, on assiste à ce qu'on appelle un holosystolic lengthening, c'est-à-dire un relâchement des fibres pendant la systole, qui sont témoins de la dyskinésie et donc très probablement pas de viabilité dans ce cas, avec les post-systoliques shortening ici. Donc on peut, en faisant de l'analyse des déformations dans le cadre de la dysfonction ventriculaire gauche ischémique, essayer de tirer un maximum d'informations pour pouvoir essayer de rationaliser la prise en charge de ces patients. Beaucoup de travaux toujours de Jérôme Bax et de Delgado qui montrent qu'il y a une corrélation quand il y a par exemple des dispersions mécaniques à la suite d'un infarctus du myocarde avec un surrisque d'événements rythmiques après un infarctus. Dans le cas des non-stémies, on voit que même le travail myocardique a été évalué et ça peut constituer un élément prédicteur de risque. J'en passe assez rapidement sur la torsion. On va le voir en pratique sur son analyse. Alors la torsion, bien sûr, vous savez que la torsion elle est plutôt anti-horaire parce que la pointe bouge plus rapidement que la base. Et donc plus ce twist est aplati, moins bonne est la contraction, la rotation. Et donc elle peut être corrélée à la présence également de fibrose. On voit ici une rotation normale, un twist normal, là où il y a le point rouge, contrairement à un aplatissement total et une absence de rotation du cœur. Les anciens qui faisaient l'écho, peut-être c'était l'indice de sphéricité, quand le cœur était très globuleux, n'arrivait pas à tourner, donc on se basait sur l'indice de sphéricité. Là c'est plus concret, le myocarde ne tourne plus, l'entrée gauche ne tourne plus. Je l'ai appelé le final countdown, le patient est décédé. Il y a un autre outil que j'intègre dans l'analyse de la dysfonction ventriculaire gauche ischémique, c'est le Doppler IVA, dans le cadre des infarctus antérieurs. Donc j'essaie de m'intéresser à cette enveloppe spectrale. On voit bien cette corrélation avec la FFR. Pratiquement c'est le même spectre. Donc vous voyez un cas de non-reflow ici en bas, après un infarctus du myocarde. Et si vous analysez les courbes strain de ce patient, vous allez voir qu'il y a un holosystolic lengthening, c'est-à-dire c'est un myocarde qui n'est pas viable et il y a une altération de la microcirculation avec ce phénomène de non-reflow sur le Doppler IVA en bas à droite. Alors, juste pour rebondir sur ça à travers des petites observations, ça c'est un patient qui nous a été orienté pour la prise en charge d'un infarctus à 48 heures. Donc, il est venu pour une IRM cardiaque. Je fais l'écho, on fait systématiquement l'écho avant l'IRM, comme ça a été dit ce matin dans le cadre des cardiomyopathies infiltratives, pour essayer de coordonner l'interprétation entre les radiologues et les cardios. Donc, si je fais son écho, je vois que cet aspect de courbe
strain qui montre un holosystolic lengthening, pour moi, il n'y avait pas de viabilité. Donc, auquel cas, je n'aurais pas fait d'IRM cardiaque chez ce patient parce que je sais que le myocarde n'est pas viable. Par contre, je pourrais éventuellement orienter vers un coroscan après pour essayer de voir les autres axes artériels s'ils ne sont pas touchés ou pas. Donc, l'IRM cardiaque, bien sûr, a été fait parce qu'il avait vu pour ça, montre une absence de viabilité avec la présence d'un thrombus. Alors, est-ce que chez ce patient, on aurait dû faire une angioplastie? Donc ça, c'est un médecin spécialiste qui avait fait un infarctus, qui a été thrombolisé à l'hôpital. Donc je le vois un mois et demi après pour l'évaluation de sa cardiopathie ischémique. Alors regardez en haut ces données initiales. Fraction d'éjection, biplan 44%. Si je fais du 3D, 32%. Donc la fraction d'éjection, vraiment, elle est vulnérable. Par contre, regardez ici, le strain montre, l'analyse des faux strains montre un holosystolic lengthening dans le segment infarci, et ça témoigne pour moi de non-viabilité. Le patient, il a eu son IRM cardiaque, vous imaginez bien, un spécialiste envoyé pour ça. Donc on fait une IRM cardiaque, la radiologue me dit qu'il n'y a pas de viabilité, là aussi la pression de la famille, c'est un médecin spécialiste, donc ça s'est terminé par la mise en place d'un stent. Sauf que ce que je n'ai pas fait chez ce patient au début, c'est de faire son Doppler IVA, peut-être par manque de temps ou par j'étais un peu distrait. Je le revois quelques temps après, là je ne loupe pas sur le Doppler IVA, on voit le non-reflow, et on sait quand on a un non-reflow, ça va évoluer inéluctablement vers la fibrose et donc vers éventuellement la présence d'un substrat érythrogène qui peut le menacer. Alors on voit bien que tous ces paramètres ont été dégradés. On voit la dispersion mécanique en haut, elle était à 70, elle passe à 103. Le GLS se dégrade et tout ça, c'est l'évolution naturelle d'un non-reflow qui va évoluer vers la fibrose du myocarde. Après, ce patient, bien sûr, a bénéficié de la mise en place d'un défibrillateur puisqu'il avait beaucoup de fibrose en IRM cardiaque. Par contre, ce patient, ça c'est un jeune patient aussi qui a été admis pour un infarctus du myocarde, thrombolisé à l'hôpital, il était resté en KIL 3. Il a été évacué à la clinique, donc on a essayé d'optimiser le traitement, etc. Ensuite, on a fait une couro avec un geste de revascularisation. Là, c'était vraiment un geste de sauvetage. Je le vois peu de temps après, donc avec une écho qui montre une grosse séquelle d'infarctus. Certainement aussi, il n'y a pas de viabilité dans ce segment apical. Il avait un stroke volume qui était très bas, aux environs de 19 ml par mètre carré. Et donc, c'est un patient qui avait une masse corporelle très importante, qui était un amateur de la bonne dégustation, donc très difficile. Pratiquement pendant une année, il est resté en sup-OAP, en display de repos, etc. Jusqu'au jour où il a fait un OAP assez sévère. Donc là, il s'est ressaisi et donc il a commencé à suivre les conseils, notamment en matière d'hygiène diététique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce qui a été dit hier par rapport à la réadaptation cardiaque. Donc, traitement optimal entre histo, GLT2, etc. Il a fait son IRM cardiaque qui avait montré une grosse séquelle de fibrose myocardique. On a placé un défibrillateur chez lui et après confié à une équipe de réadaptation cardiaque pendant plus d'un mois. Donc, hygiène alimentaire, nutritionniste, etc., une activité physique, regardez son stroke volume pour des mêmes données échographiques, c'est-à-dire la fraction d'éjection elle est restée à 35%, le GLS là-bas, peut-être s'est aggravé un peu, mais son stroke volume est passé de 19 à 42 ml par mètre carré. Donc ça veut dire que la réadaptation a certainement eu un effet bénéfique sur lui. Le patient a repris son travail et jusqu'à présent, il va très bien. Du moins, il est stable. Comment je peux intégrer également dans la réflexion les déformations dans l'écho de stress pour l'étude de la viabilité? Vous savez que le Roll Motion Score, quand on se base dessus, c'est très important, c'est très spécifique, mais il faut avoir une expérience dans l'analyse de l'investissement. Comment essayer, si vous voulez, de faciliter l'apprentissage aux jeunes, etc. Donc j'essaie de m'appuyer sur les déformations. Regardez ici un infarctus antérieur. Donc j'ai des post-systolic lengthening, c'est-à-dire des hypokinésies, il n'y a pas de holosystolic lengthening, avec des post-systolic shortening index, c'est-à-dire des retards de contraction. Et là, on voit faible dose, il y a une amélioration au pic dose,
double dose, il y a une amélioration. Et regardez au pic dose en bas, vous avez réellement la dyskinésie qui se traduit par un holosystolique rythmique des courbes. Donc, c'est rendre concret l'approche visuelle du World Motion Scan, d'accord, sur cette analyse en écho de stress. L'insufflation, bien sûr, a été revascularisée avec un bon stroke volume et une bonne Doppler IBA chez ce patient. Là aussi, alors quand on voit ici, c'est un patient qui a eu son écho de stress. Je fais son très difficile quand on voit cette cinétique en 4 cavités, en 2 cavités, en 3 cavités. On peut se dire éventuellement, probablement, il n'y a pas de viabilité, malgré que l'échographiste va nous dire qu'il y a une réponse bimodale chez ce patient. Mais ici, j'essaie d'intégrer, si vous voulez, une approche multiparamétrique pour l'étude de la viabilité et j'intègre la rotation. Donc j'intègre la rotation et on voit, à la base, c'est une rotation qui est maintenue. C'est-à-dire le twist, il est correct. Rappelez-vous tout à l'heure sur le slide, quand le twist complètement s'aplatit, c'est corrélé à la présence de fibrose sur l'IRM cardiaque, sur les pentes cardiaques. Et donc, on peut s'appuyer également sur cette analyse, cette contribution du twist pour l'analyse multiparamétrique de la viabilité. Alors, à l'inverse, chez ce patient, regardez, pourtant il n'a pas de morphiflow, j'avais fait son Doppler IBA. Son échographie de stress, elle est là. Regardez, il y a un peu de holosystolic lengthening. Alors j'essaie également de m'appuyer sur son twist, il est complètement aplati. Donc ça veut dire que si vous voulez ajouter un autre paramètre pour mieux être prédicteur de la présence ou non de viabilité, ça c'est intéressant d'assembler, d'opter pour cette approche multiparamétrique. Le tracé que je vous ai montré tout à l'heure, ce que j'appelle le final countdown, chez ce patient, grosse dysfonction ventriculaire gauche, tout est aplati, regardez le twist, il est complètement plat. Donc ça c'est un patient qui était très sévère, d'ailleurs il est décédé. C'est juste pour vous dire que ça peut avoir une approche pronostique. Ensuite, maintenant vous allez me dire, regardez cette cinétique, on sent que ça bouge un peu, il y a une petite hypokinésie. Quand on fait l'analyse des courbes strain, il n'y a pas de holosystolic lengthening qui me dit qu'il n'y a pas de viabilité. Et pourtant, quand je fais le twist, il est complètement plat. Ça veut dire que peut-être l'idée que je suis en train de vous transmettre, de dire qu'on peut approcher la viabilité par une analyse multiparamétrique, n'est pas valable. En fait, c'est ce jeune patient, il n'y avait pas d'infarctus. En fait, c'était un jeune patient qui avait été agressé par une arme blanche. Et là, vous allez avoir un hématome au scanner, il y a un hématome qui empêche l'apex de tourner. Donc, ça retentit sur le twist, mais en fait, il n'y a pas, disons, il n'y a pas de non-viabilité. Donc, c'est à moduler, bien sûr, avec, donc ça renforce que l'analyse multiparamétrique peut tenir la route. Donc, j'ai essayé de faire un petit travail avec l'équipe de radiologie sur l'infarctus du myocarde et voir est-ce que l'analyse des courbes strain permettra de contribuer sur la présence ou non de viabilité. Donc 25 patients. Donc ce qui sort, c'est que quand on a un holosystolic lengthening, c'est-à-dire vraiment de la dyskinésie, il n'y a pas de viabilité par rapport à l'IRM cardiaque. Donc ça renforce cette idée qu'il faut être rationnel dans la multimodalité grâce à l'analyse initiale de l'échographie. Donc c'est un petit échantillon qui ne peut pas servir de